Jean-Louis Blot, bonjour. Vous êtes DG de la BBC Worldwide. Vous allez nous expliquer pourquoi vous êtes là. Vous êtes en train de travailler sur Le meilleur pâtissier pour M6. C'est une nouvelle émission culinaire qui arrive à l'antenne. Alors, est-ce que vous pouvez nous en expliquer le concept ? Alors, le concept de l'émission est très simple. En fait, ce sont des pâtissiers amateurs qui sont dans un concours et on va chercher parmi eux quel est le meilleur pâtissier, tout simplement, à travers différentes épreuves. C'est une émission donc, qui est produite par la BBC, qui est produite par Kitchen et qui va être diffusée par M6. Elle marche fort apparemment en Angleterre. Oui, tout à fait. Où elle est diffusée. Ouais. C'est une émission qui est diffusée en Angleterre depuis 3 saisons déjà et qui fait un véritable carton là-bas. Elle a commencé il y a 3 ans et la finale a été diffusée il y a quelques jours et après elle a fait un pic à plus de 7 millions de téléspectateurs, battant toutes les autres chaînes en Angleterre, sachant que BBC 2, sur laquelle elle est diffusée, est une chaîne entre guillemets plutôt moyenne du PAF anglais, pas du PAF. Paysage audiovisuel anglo-saxon ou anglais. Alors cette émission incarne des valeurs un peu différentes de toutes les émissions qu'on peut voir, à savoir vous avez insisté sur la douceur de la pâtisserie, sur la douceur aussi avec lesquelles sont traités les candidats. Il y a quand même des éliminations, il y a quand même une procédure d'élimination. Qu'est-ce qui change par rapport à d'autres émissions culinaires qui fleurissent sur toutes les chaînes en France ? Cette émission, elle est clairement dans l'air du temps. Aujourd'hui, on a besoin de sucré, de douceur, de tendresse, d'authenticité. Voilà, cette émission, c'est le symbole de tout ça. C'est le symbole de tout ce qui manque à la société aujourd'hui. Donc, et puis on est aussi dans des valeurs familiales, traditionnelles, clairement, de partage. Les dimanches, ensemble avec les enfants à faire des gâteaux. La France est un des pays où les familles font le plus de pâtisseries. Je crois qu'une étude a montré dernièrement qu'on était par famille, par foyer, à 4 pâtisseries par mois. Donc voilà, un vrai marché. Une pâtisserie par week-end. Une pâtisserie par week-end, grosso modo. Il y en a qui en font plus. Dès qu'il y a un goûter d'anniversaire d'enfants, dès qu'il y a quelque chose à ramener à l'école, c'est souvent des gâteaux faits maison qu'on fait avec les enfants. Voilà, on est vraiment dans cette atmosphère-là, dans ce partage et dans cette tendance-là qui est très forte aujourd'hui. À part en Angleterre, en France, elle est aussi diffusée en Suède. Enfin, il y a combien de pays qui vont acheter cette émission ? Alors cette émission, il y a quelque chose aussi d'important, c'est que c'est une émission qui grandit petit à petit, c'est-à-dire la première saison a marché en Angleterre, la deuxième saison a mieux marché, la troisième saison bat tous les records. Donc ça c'est important, pour vraiment habituer le téléspectateur à ces nouveaux codes de narration, quelque chose de plus doux et de moins violent que sont les concours habituels. Au niveau de l'international, cette émission est aujourd'hui dans 7 pays. Un nouveau pays vient de se rajouter puisque c'est les États-Unis où elle vient d'être signée pour CBS. Vraiment, ça commence vraiment à devenir un très très gros succès. Elle a été diffusée en Suède il y a peu de temps où elle a fait le meilleur score de toute l'histoire de la chaîne sur laquelle elle a été diffusée. Au Danemark aussi où elle a fait plus de 30% par rapport aux autres programmes. Voilà, c'est un vrai succès dans tous les pays où elle a été diffusée. Elle a été diffusée en Belgique il y a très peu de temps. C'est le premier pays qui l'a diffusée à l'international il y a quelques mois. Et quel est son record de longévité ? Là, pour l'instant, on ne sait pas sur M6 combien de temps elle va durer, combien de temps elle a duré sur la BBC 2 qui a œuvré apparemment pour ne pas se la faire piquer par la BBC One qui était très intéressée par le concept, d'après ce qu'on a compris. Combien de temps elle a été diffusée, sur combien de mois et combien de numéros ? Alors la BBC 2, elle est diffusée depuis 3 saisons sur la BBC 2. De chaque saison, il y a des épisodes en plus. Donc c'était, je crois, 6 ou 8 la première saison, une dizaine la deuxième saison, et là 12 ou 14 sur cette saison-là, puisqu'il y a des masterclass qui se rajoutent. Ce sont des épisodes d'1 heure. On n'est pas dans cette durée-là pour la France. Donc on espère, nous, avoir la même histoire. Grandir et avec le succès et petit à petit devenir une marque importante sur M6. Alors la BBC est connue par le public comme un groupe anglais plutôt sérieux, plutôt même presque corporate, alors que pas du tout. Il y a de plus en plus d'émissions qui sont introduites en France. Donc je pense à Le meilleur pâtissier. Vous coproduisez pour TF1 Danse avec les stars qui a quand même qui a vu ses audiences nettement progresser par rapport à l'année dernière. Il y a quand même eu un pic d'audience au deuxième numéro. Donc est-ce que vous pouvez nous dire vos impressions sur justement la diffusion de Danse avec les stars ? J'imagine que vous êtes content par rapport à cette année. Qu'est-ce que vous en espérez ? Alors Danse avec les stars cette saison est la saison de tous les records parce que je crois que sur les 3 premières émissions, c'est les 3 meilleurs scores par rapport aux 2 premières saisons. Donc on n'a jamais fait ces scores-là sur les 2 premières saisons. Donc on est ravis. TF1 a vraiment beaucoup travaillé avec nous sur ce programme en mettant une campagne de promotion importante, en sachant créer l'événement. Et puis aussi en termes de production, de valeur ajoutée sur la production, on a changé beaucoup de choses, nouveaux décors, nouveaux juges, nouvelles épreuves. Ça colle plus à la version originale d'ailleurs. Ça colle beaucoup plus à la version américaine. Voilà. Américaine. La version américaine s'est upgradée elle aussi. Ils ont 2 saisons par an, ils sont à la 15e saison.
Donc voilà, on est beaucoup plus proche d'eux. Et puis la saison anglaise, ils sont la 10e saison, c'est une saison par année. Ils battent X Factor en ce moment tous les samedis, ce qui est nouveau. Parce qu'en fait ils sont diffusés l'heure d'avant X Factor et les pics d'audience sont comparables, donc je pense qu'aujourd'hui Strictly Come Dancing qui est la version anglaise fait 10,5 millions en pic d'audience durant l'émission, alors que X Factor qui est diffusé l'heure d'après fait 9,5 millions. Donc c'est un vrai succès pour la BBC. Vous vendez aussi des documentaires, mais est-ce que c'est plus important justement de vendre des émissions comme ça, un peu pas de télé-réalité mais plus de divertissement? Est-ce que ça va changer l'image éventuellement de la BBC en France? Non, je pense pas, parce que ce sont des émissions de qualité, des émissions dans le respect des personnes qui participent à ces émissions. Ce sont des émissions aussi où on raconte une histoire, on raconte l'évolution de nos personnages, entre guillemets. C'est ce que les Anglais appellent le journey, c'est-à-dire le cheminement, le voyage. Et c'est ça qu'on raconte, c'est-à-dire on prend des gens à un moment de leur vie et on les suit pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et on voit comment ils ont évolué en les mettant dans une situation particulière. Danse avec les stars, nos stars ne sont pas les mêmes. À la fin de leur expérience sur Danse avec les stars, pareil sur nos pâtissiers, voilà, ou dans les programmes qu'on a pu faire comme Une semaine sans les femmes. C'est ce que j'allais vous demander, on le sait moins aussi, mais vous avez fait Une semaine sans les femmes, Une semaine sans électricité. Quel est le bilan de ce programme? Quand même assez étonnant. Un bilan. Vous en êtes sorti. Oui. On fait un bilan très positif d'Une semaine sans les femmes ou Une semaine sans l'électricité ou même Roméo et Juliette qu'on a pu faire pour France Télévisions, parce qu'on a essayé d'apporter de nouvelles écritures. Roméo et Juliette a un peu moins marché quand même. Roméo et Juliette n'a pas un peu moins marché. Roméo et Juliette n'a pas marché du tout. Voilà, on va dire les choses comme ça. Mais je pense que c'était la première tentative du service public dans une écriture qu'on appelle la structured reality. Oui, on va rappeler ce que c'était. C'était en fait l'histoire de Roméo et Juliette, mais transposée dans un décor beaucoup plus moderne, voire plus que moderne, très très contemporain, on va dire. En fait, l'histoire était assez simple. On prenait, c'était des jeunes issus de lycées parisiens différents qui devaient jouer Roméo et Juliette, la pièce de Shakespeare, à l'Odéon, et on prenait Roméo dans un lycée et Juliette dans l'autre. Voilà, donc on les a suivis pendant 4 mois pour raconter cette histoire. Le principe de cette nouvelle écriture, la structured reality, c'est que on raconte une histoire qui existe vraiment, mais au lieu de la filmer comme un documentaire, on la tourne avec les codes de la fiction. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de temps de préparation, voilà. Et ça aussi, on travaille vraiment dans cette direction-là. Et parce qu'en fait, ça marche moins, non? Non, c'est pas ça. En France, en tout cas, ça marche pas. Oui, pas. non, mais c'est lié tout simplement à des raisons économiques. La scripted reality peut se produire pour très très peu d'argent. La structure de reality demande beaucoup d'investissement. Donc aujourd'hui, on est dans une période de crise et il est évident que les chaînes vont plutôt aller vers des programmes moins chers que vers des programmes plus chers. Surtout que la scripted est vraiment quelque chose qui fonctionne bien en termes d'audience, alors que la structure est plus encore dans le domaine de la recherche, du développement. D'accord. Vous parliez d'une semaine sans, alors il y a eu sans électricité, sans femmes, c'est quoi la prochaine? Sans potager, sans... Pour le moment, il y a... Hommes. Il ne se passerait pas grand-chose dans une semaine sans les hommes. Ah, vous croyez? Vous croyez qu'on n'est pas capable de s'organiser? Non, mais il ne se passerait pas grand-chose de plus ou de moins. Oui, c'est clair. Aujourd'hui, on a un peu abandonné cette piste. On travaille sur de nouveaux projets avec des expériences sociales. C'est-à-dire la première Une semaine sans les femmes avait très bien marché. Ouais. En fait, c'est Une semaine sans les femmes ou la deuxième ou Une semaine sans l'électricité ont bien marché sur les cibles jeunes et sur les femmes à France Télévisions, sur France 2. En revanche, on fait fuir beaucoup des téléspectateurs classiques de France Télévisions, c'est-à-dire les personnes plus âgées. Et donc, on s'est retrouvé avec des scores mitigés sur ces programmes. Qu'est-ce que vous travaillez sur des projets dont vous pouvez parler ou... On travaille sur beaucoup de projets aujourd'hui. On travaille sur des projets. On voit France Télévisions pour leur proposer des choses en access, programme quotidien. Et puis on travaille toujours sur des nouveaux programmes que BBC nous apporte entre guillemets, qui sont beaucoup dans l'expérimentation sociale, voilà, comme on a pu faire dans Une semaine sans les femmes. Et vous travaillez avec quelle chaîne d'ailleurs en France? En France aujourd'hui on a travaillé avec beaucoup de chaînes, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec France Télévisions, France 2, France O, on travaille avec TF1, on travaille avec M6, on travaille avec Arte, on travaille avec D17, on travaille avec Énergie 12, avec la RTBF. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan entre guillemets, au bout de 4 ans d'existence de notre bureau parisien, on a quand même fait un tour important de tous les diffuseurs français. Jean-Louis Blot, merci. Merci.